Kabila vient, il dit que moi je vais rester au pouvoir. Il veut rester au pouvoir pourquoi? Comme me disait Jean-Pic en parlant d'Ali Bongo, qu'il aille se faire voir ailleurs. Mais ici, les Congolais disent non. Je passe la parole à l'honorable Martin Fayulu qui nous lise son texte. Merci. Merci. Merci Madame Tassar Boussamba. Chers frères et sœurs, bonjour. Bonjour. Excusez-nous pour le retard. C'est dû indépendamment de notre volonté. Voilà le sujet du jour. Que cache le NIP? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous vous remercions très sincèrement d'avoir bien voulu répondre à notre invitation de séjour. Mais avant toute chose, nous vous serions gré de bien vouloir vous lever pour qu'ensemble, nous puissions observer une minute de silence en mémoire de toutes les victimes des massacres insoutenables et répétitifs qui se produisent principalement à Béni depuis 2 mois et plus généralement pour les victimes de l'insécurité généralisée dans notre pays depuis 2 décennies. C'est révoltant et c'est une preuve de plus que dans notre pays, il n'y a pas d'État ni de gouvernement. Comment comprendre en effet que des compatriotes soient soumis à une insécurité généralisée dans tout le pays, expulsés par exemple du Congo-Brazzaville dans des conditions de plus inhumaines et personne n'est là pour en répondre. Des milices nationales et étrangères sèment la terreur au Katanga, au nord Kivu, au sud Kivu, au Maniema et dans la province orientale. On tue, on viole, on dépossède nos populations de leurs terres. Nos compatriotes errent dans les forêts et personne n'est là pour répondre. Personne ne démissionne officiellement alors que dans les faits, il y a longtemps que ceux qui se disent autorités du pays ont effectivement démissionné. C'est ici le lieu de rendre un vibrant hommage à notre compatriote, le docteur Denis Mukwege, qui réussit dans des conditions de plus difficiles à sauver beaucoup de ces femmes violées. Il mérite notre respect. Alors que son travail humanitaire extraordinaire de défense des droits de l'homme est reconnu mondialement et il est bardé des décorations et des prix de par le monde, 18 au total à ce jour. Rien de pareil en provenance des autorités de son pays. Après un attentat visant son élimination physique, il n'aura d'ailleurs la vie sauve qu'en se réfugiant un temps à l'étranger. Que Dieu le Tout-Puissant le bénisse davantage. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, pour saisir la trame de notre démarche de ce jour, il est utile de rappeler que du fait des crises politiques récurrentes que notre pays a connues depuis son indépendance et des guerres subséquentes qui l'ont particulièrement déchiré de 1996 à 2003, les forces vives de la nation, réunies en dialogue intercongolais, ont constaté que l'une des causes fondamentales à la base de ces crises est la contestation de la légitimité des institutions et de leurs animateurs. Et pour y remédier et donner au pays toutes les chances de se reconstruire, elles ont convenu, dans l'accord global et inclusif signé à Pretoria en Afrique du Sud, le 17 décembre 2002, de mettre en place un nouvel ordre politique fondé sur une constitution démocratique sur base de laquelle le peuple congolais puisse choisir souverainement ses dirigeants au terme des élections libres, pluralistes, démocratiques, transparentes et crédibles. Il est donc ahurissant que M. Kabila
qui a totalement souscrit à l'accord global et inclusif et dont il est le plus grand bénéficiaire, puisse aujourd'hui se mettre à chercher à démolir la Constitution du 18 février 2006, qui est le plus grand fruit de cet accord. Dans les lignes qui suivent, nous allons démontrer comment M. Kabila et ses acolytes ont multiplié les initiatives dans ce sens. Et l'Office national d'identification de la population, ONIP, est leur dernière trouvaille. L'objectif poursuivi par M. Kabila et ses acolytes, c'est de confisquer la démocratie, se maintenir au pouvoir et instaurer une monarchie présidentielle dans notre pays. C'est un véritable complot contre le pacte républicain de Sun City et donc contre notre République. À défaut de malmener directement l'article 220 relatif au plafonnement des mandats, M. Kabila cherche maintenant à les contourner en essayant de les vider de toute sa substance. Et pour y arriver, il aligne plusieurs leviers et subterfuges, les uns après les autres et parfois concomitamment, au moyen des révisions ou changements de la Constitution, de la manipulation de la CNI et maintenant du prétexte tout trouvé de la création de l'ONIP. Commençons par la révision ou le changement de la Constitution. Chers compatriotes, messieurs, mesdames, mesdemoiselles, souvenez-vous, le 5 novembre 2007, à l'initiative du député Tshibangou Kalala, le bureau de l'Assemblée nationale avait été saisi officiellement d'une proposition de loi portant révision de la Constitution assortie d'une pétition signée par 300 députés de la majorité. Cette proposition visait notamment l'article 197, le même de la Constitution en violation de l'article 220. La tentative avorta suite à la mobilisation de l'opinion. 2 ans après, soit en août 2009, par une lettre officielle, les directeurs des cabinets de l'époque de M. Kabila avaient saisi les présidents des 2 chambres du Parlement aux fins d'obtenir la désignation de 2 représentants de chaque chambre du Parlement pour faire partie d'une commission chargée d'évaluer la mise en œuvre de la révision de la Constitution. Il fut envisagé de réviser les dispositions concernant notamment le mandat présidentiel pourtant interdit par l'article 220 et la composition du pouvoir judiciaire. Les forces vives et l'opposition avaient vigoureusement contesté les caractères inconstitutionnels de la démarche, de surcroît initiée par interinstitutionnel, un organe non prévu par la Constitution. Comme on peut le constater, c'est depuis plus de 7 ans maintenant que l'article 220 est sur la ligne des mires de M. Kabila. En 2013, le secrétaire général du PPRD, M. Évariste Bochart, l'actuel ministre de l'Intérieur, avait lancé les débats en faveur d'une révision totale de la Constitution en publiant les livres entre la révision de la Constitution et l'inanition de la nation. Nous avions tout de suite réagi en lançant une campagne de sensibilisation et de vulgarisation auprès de notre population intitulée « Touche pas à mon 220 et pas de présidence à vie en RDC » pour contrer sur toute tentative de modifier les dispositions verrouillées de la Constitution. La campagne avait fait mouche et tempéré les velléités de la mouvance kabiliste qui n'avait pourtant pas abandonné le projet. Ainsi, sous prétexte de la recherche de la cohésion nationale, M. Kabila a organisé entre septembre et octobre 2013 ces concertations qu'il a qualifiées de nationales, avec l'idée d'élargir sa mouvance à d'autres forces politiques dites de l'opposition pour détruire l'orthodoxie démocratique fixée dans la Constitution actuelle et la remplacer par une démocratie consensuelle.
En son temps, nous avions dénoncé les coups d'État constitutionnels et la démarche a lamentablement échoué. Vous pouvez le constater. Un cadre du PPRD va ensuite mener une campagne à partir de sa chambre d'où il aurait récolté dans une pétition plus de 140 000 signatures des concitoyens réclamant un référendum en faveur du changement de la Constitution. C'est sûr que les archives de cette pétition doivent encore se trouver dans sa chambre. Le 9 juin 2014, à l'issue du Conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement avait annoncé la révision de quelques articles de la Constitution. Et plus tard, 4 projets de loi portant révision soit des dispositions constitutionnelles ou portant sur la loi électorale seront déposés au bureau de l'Assemblée nationale. Dans le cadre de Sauvons la RDC, nous avions farouchement combattu cette initiative et nous poursuivons toujours la campagne contre ce projet. Aux dernières nouvelles, et selon une caricature de la presse locale, ce projet aurait été volé du bureau du président de l'Assemblée nationale par les opposants. En marge du sommet États-Unis-Afrique d'août 2014, les experts de M. Kabila en révision constitutionnelle ont soutenu, lors de la réunion organisée par les National Endowment Democracy, NED, que le peuple qui a verrouillé certaines dispositions de la Constitution peut également les déverrouiller par un référendum populaire. Dans notre intervention lors de cette rencontre, nous avions rappelé à ces experts que dans la finalité de notre Constitution, le peuple fondateur, pouvoir constituant, avait imposé des limites au peuple constitué, pouvoir constitué. Nous avons été entendus. Dans ce qui demeurera comme les couronnements de ces projets funestes, un autre cadre du PPRD, communicateur de son État, va publier un cynique ouvrage fourre-tout intitulé « Plaidoyer pour la 4e République ». Cet ouvrage, paru en août 2014, a été récusé de la même manière que fut entre la révision de la Constitution et l'inaddition de la nation d'Évariste Bochart. Il n'y a donc plus de doute possible, et comme on peut s'en rendre compte, la volonté et la détermination de M. Kabila et ses affidés de violenter la Constitution pour des raisons personnelles étaient et demeurent manifestes. Seulement, voilà, la pression interne que nous avons tous exercée avec la population, la société civile, la SENCO et les professeurs d'université contre la révision ou le changement des constitutions d'une part, les déclarations fermes du secrétaire d'État américain John Kerry, de l'envoyé spécial du président américain Ras Fengol, de l'ONU, les événements survenus au Burkina Faso et la récente intervention musclée du président français François Hollande lors du 15e sommet de la francophonie d'autre part ont refroidi les velléités de M. Kabila de malmener directement la Constitution. Ni donc sa majorité mécanique à l'Assemblée nationale, ni le pouvoir d'élargir simultanément deux leviers de secours, la CENI et l'ONIP, qui se trouve être la dernière trouvaille du vendeur d'illusions. De la CENI, parlons-en quelques minutes. En ce qui concerne la CENI, il vous souviendra que dans son allocution à la 69e Assemblée générale de l'ONU, M. Kabila, plutôt que de dire ce qu'on attendait de lui, à savoir qu'il respecterait la Constitution de la République, avait par contre annoncé qu'il s'en tiendrait au calendrier de la CENI de M. Maloumal. Il est resté donc fidèle au schéma qu'il avait tracé. Mais malheureusement, M. Maloumal a été contré par les Congolais car sa stratégie de déverrouiller l'article 220 en passant par la révision de l'article 197 a été mise à nu.
Aussi, son obstination à organiser les élections locales avant toute chose a été battue en brèche car nous nous sommes opposés farouchement. Il voulait mettre de l'huile au feu, selon l'expression de M. Martin Kobler, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies au Congo, dans son exposé au Conseil de sécurité des Nations Unies en octobre dernier. C'est l'essence qu'il faut donner à la pétition Manu Manu dégage que notre plateforme Sauvons la RDC avait lancée en rassemblant plus de 60 000 signatures et de l'action que nous avons initiée avec d'autres forces politiques et sociales contre lui au parquet général de la République. Nous avons donc porté plainte contre lui. Devant cette impasse, M. Kabila a alors décidé d'actionner les leviers de l'Office national d'identification de la population ONIP pour obtenir un glissement au-delà de 2016 de l'ONIP. Que cache l'ONIP? Comme dans l'histoire du roi Akab dans la Bible, l'aveuglement et le durcissement du cœur ont gagné la mouvance kabiliste au point de nous fournir elle-même la matière pour démonter cette énième supercherie de M. Kabila. Pour ce faire, nous allons nous servir des discours à la fois du nouveau directeur général de l'ONIP, M. Manu Moulinda, et du ministre sortant de l'Intérieur, M. Richard Mouyège. Considérant la détermination de M. Kabila à demeurer au pouvoir tel que décrit si haut, nous poserons des questions à chaque fois et ou commenterons leurs déclarations pour en exposer la fraude qui sous-tend la création de cette structure. Pour justifier la création de l'ONIP, M. Lumanou, lors de sa présentation à l'hôtel Kempinski Fleuve Congo, lors de la présentation des membres de l'ONIP, il a soutenu ce qui suit. 1. Le dialogue intercongolais de Sun City, à l'origine des options fondamentales de la Troisième République, par sa résolution numéro DIC/CPN 03, subordonnée l'organisation des élections voulues libres, démocratiques et transparentes à l'identification et au recensement des nationaux. Voilà les commentaires que nous faisons. Pendant plus de 11 mois, 11 ans, voulais-je dire, pendant plus de 11 ans, on a piétiné sur cette résolution. Entre-temps, on a organisé 2 élections sans remplir ces préalables du recensement des nationaux. Posons-nous alors cette question. Pourquoi seulement maintenant et à la veille des élections de 2016, pourquoi? On peut encore continuer à poser des questions. Une autre question. Comment peut-on, à la lumière de notre propre expérience, de la gestion de la chose publique, qualifier ces comportements? Est-ce mauvaise gouvernance, absence de volonté politique, mauvaise foi, tentative de berner une fois de plus les Congolais ou gangsterisme d'État? Dans ces derniers cas, il faut rappeler que toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l'État. Elle est punie conformément à la loi. Article 64, alinéa 2 de notre Constitution. Monsieur Lumanou nous dit, je cite, en 2005-2006, la CEI a eu à constater que l'une des difficultés dans la collecte des données relatives à l'enrôlement et l'identification des électeurs résidait dans l'inexistence d'un fichier d'état civil fiable. Posons-lui alors cette question. Pourquoi n'avait-on pas alors corrigé cette insuffisance après les élections contestées de 2006? Pourquoi? Davantage, M. Lumanou se réfère aux résolutions de la conférence internationale pour la population
et les développements organisés en 1994 au Caire, en Égypte, et en 2004 à Dakar, au Sénégal, qui souligne, je cite, pour tout gouvernement, la nécessité de disposer d'informations démographiques, économiques et sociales fiables et à jour pour une bonne planification du développement. Point de citation. Voici notre commentaire à ces propos. Nous observons que c'est une des motivations qui avait présidé à la signature par le Premier ministre Adolphe Mouzitou du décret numéro 09/32 du 8 août 2009. Je répète, les décrets du 8 août 2009 prescrivant un recensement général de la population et un établissement public dénommé Institut national de la statistique, INS, qui est qualifié pour faire les recensements. Pourquoi n'a-t-on pas sollicité cet institut? Nous reposons la question et nous insistons. Au stade actuel, conformément à l'article 9 de la loi organique numéro 13/012 du 19 avril 2013, modifiant et complétant la loi organique numéro 10/013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante, c'est à cette dernière que le législateur a confié les attributions d'organiser et gérer les opérations préélectorales, électorales et référendaires, notamment l'identification et l'enrôlement des électeurs. Vous pouvez voir ou vous référer à l'article 9 de cette loi organique. Par conséquent, ce n'est pas d'un recensement administratif dont le pays a besoin maintenant, plutôt que M. Malumalu dégage de la CENI pour qu'on l'on procède à l'actualisation des données démographiques existantes par l'audit du fichier électoral et d'adopter la loi sur la répartition des sièges aux fins de réactiver le processus électoral. Mais encore mieux, ce n'est pas ça. Il nous faut aujourd'hui que M. Malumalu dégage de la CENI et dégage de la CENI qu'on mette quelqu'un de compétent, quelqu'un de neutre, quelqu'un de capable, de valable, pour que la CENI fasse son travail. Ce que nous proposons aujourd'hui, c'est qu'il faut procéder à une nouvelle opération d'enrôlement des électeurs. C'est moins coûteux, parce que M. Malumalu a refusé de faire l'audit du fichier électoral. Qu'est-ce qu'il faut faire? Très simplement, on procède à l'identification, à l'opération d'enrôlement des électeurs. Comme ça, nous allons avoir un fichier électoral beaucoup plus crédible. Qui plus est, les administrateurs actuels de l'ONIP, revenons un peu à l'ONIP, ces administrateurs ont été nommés S-qualité et représentent le Premier ministre, le ministre ayant l'intérieur dans ses attributions, l'Agence nationale des renseignements. Écoutez-moi, suivez-moi très bien. L'Agence nationale des renseignements, la Direction générale des migrations et la Direction générale de l'ONIP. Il saute aux yeux que nous ne sommes pas en présence d'un établissement public, mais plutôt d'une institution éminemment politique. De ce point de vue, M. Malumalu a tort d'affirmer que l'ONIP est notre œuvre commune. Il s'agit plutôt d'une structure mise en place pour tirer les choses en longueur et permettre à M. Kabila de demeurer au pouvoir en violation de la Constitution. Plus grave, puisque l'identification des nationaux pose fondamentalement la question de qui peut être électeur ou éligible. Qui peut être électeur ou éligible. Il est plus qu'important de rappeler qu'en 2006, les députés José Makila avaient par une motion demandé la mise en place d'une commission d'enquête, car la plupart des animateurs des institutions nationales auraient une double nationalité, en violation des dispositions de la Constitution
notamment l'article 10. La plénière de l'Assemblée nationale, réunie le 12 février 2007, avait décidé d'accorder un moratoire de 6 mois, période au cours de laquelle l'Assemblée nationale adopterait un amendement à la Constitution et à la loi sur la nationalité. Il s'est agi en réalité d'une violation flagrante de la Constitution. Ces moratoires durent depuis plus de 7 ans maintenant. Alors, posez-nous encore une question. Question. Va-t-on procéder à l'identification des Congolais sur base de l'article 10 de la Constitution dans sa lettre ou sur la base du moratoire de 2007? Il faut qu'on se pose cette question. Qu'en sera-t-il des provinces à l'est de notre pays où non seulement règne l'insécurité, mais existe aussi une sérieuse crise identitaire? On veut donner des cartes d'identité à qui? À tout le monde? Alors, que l'ONIP, établissement public, n'existait même pas, car créé le 31 décembre 2011. Notez, l'ONIP a été créé le 31 décembre 2011. J'insiste, les derniers jours de l'année 2011. Monsieur Loumano, alors tout puissant vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Aménagement du Territoire, a signé le 16 décembre de cette année-là, de 2011. Donc, 15 jours avant, ou 14 jours avant. Il a signé donc le 16 décembre 2011 avec l'entreprise Huawei Technologies les contrats numéros. Je vous donne le numéro du contrat. 2665B, barre Minute, barre BCCO, barre DG, barre DPM, barre JPKM, barre 2011, pour un montant de 470 Kundabatouare, Bosco Tangana, le FDLR, ADF Nalou, ELERA et de nombreuses milices nationales et étrangères, les Mbororo, la création des Koulouna, les Bakata Katanga, l'entrée des armées rwandaises et ougandaises en RD Congo, le CNDP alias M23, l'expulsion des Congolais du Brazzaville, le massacre répétitif des civils sans défense à Béni. Avec cela, il opère une mise en place suspecte, c'est-à-dire M. Kabila, il opère une mise en place suspecte au sein de l'armée comme s'il s'est préparé à la guerre en créant des régions militaires. Pour nous, il s'agit là de la politique de la terre brûlée, pour qu'à terme, il puisse décréter un état d'urgence, un état de siège et ne point organiser les élections de 2016. Voilà pourquoi, depuis le mois de novembre dernier, nous avons lancé une nouvelle campagne. Peuple congolais, l'heure a sonné, réveille-toi. Et nous disons à M. Kabila, nous lui demandons des choses. Que M. Kabila puisse dire au peuple congolais qu'il ne se présentera pas à l'élection présidentielle de 2016 et qu'il ne tentera pas non plus de toucher à la Constitution de la République, particulièrement dans ses dispositions verrouillées. Nous lui demandons, et à son gouvernement, la suppression pure et simple de l'Office national d'identification de la population ONIP, car il n'est qu'une manœuvre dilatoire visant à retarder la tenue des élections. Au peuple congolais, nous lui demandons deux choses aussi. Premièrement, de boycotter et de rejeter toute initiative ou opération tendant à éviter ou à contourner les élections en 2016. Deuxièmement, de se tenir prêt pour exercer son devoir citoyen tel que fixé à l'article 64 de la Constitution.
de se tenir prêt pour exercer son devoir citoyen tel que fixé à l'article 64 de la Constitution, celui de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la Constitution de la République. Nos amis du Burkina Faso viennent de nous donner l'exemple, de nous montrer l'exemple, et nous ne pouvons que suivre cet exemple. Aux Quinois, nous lançons un appel patriotique, devenir nombreux et nombreuses. Les 11 janvier 2015. La première question, je la pose au cordon honorable Fayulu, qui a demandé de la mobilisation de la part du peuple congolais et qui a adressé aussi un message à la communauté internationale. Et parmi les reproches que la communauté internationale adresse à la classe politique congolaise, particulièrement à l'opposition congolaise, figure la faible capacité de mobilisation du peuple pour les manifestations. Vous avez évoqué le cas du Burkina Faso. Si la communauté internationale est intervenue pour le cas du Burkina Faso, c'est parce que le peuple a pris les devants. Que comptez-vous faire pour que le rendez-vous du 11 janvier que vous venez d'annoncer ne soit pas un rendez-vous manqué, dans la mesure où vous avez habitué au peuple congolais de donner de l'argent pour assister à ce genre de manifestations? Quel paquet vous mettrez pour que je sois déjà dès aujourd'hui votre... j'allais faire campagne par rapport à cet argent-là. Parce que je vous préviens, si vous ne mettez pas les paquets, ils ne seront pas nombreux et la communauté internationale ne s'alignera pas derrière vous parce qu'il n'y aura pas assez de gens. De deux, le professeur Kalele nous a informé ici que le M23 c'était une organisation pour les pillards. De là une question. Pourquoi lorsque l'un d'entre nous va auprès de la frontière, nous ne levons pas la voix pour exprimer cela, pour alerter la population? Dans le M23, nous savons qu'il y a eu certains parmi les membres de l'opposition. On avait cité oui, mais quand on pose la question aux membres de l'opposition, il y en a qui préfèrent ne pas parler de cette question-là. Cela a fait que la population congolaise commence à en avoir un peu marre, pensant que les politiques que vous êtes en train de parler rien que pour vos intérêts. Cela a été évoqué par le président Fayulu, qui a d'ailleurs dit que c'est de l'opposition qui ont rejoint le gouvernement, ils n'ont fait agrandir la famille politique de la majorité. Bon, mais merci pour les questions. C'est une manifestation de l'intérêt de la conférence. Je vais ramasser certaines questions. Je pense que la première question, la première observation et la deuxième observation, il demande qu'on se remette en cause en tant qu'élit et qu'on joue sur le principe de guérir le mal à la racine. Je n'ai pas d'objection. Quand nous parlons du peuple congolais, c'est la masse et les élites congolaises. Nous sommes tous consternés dans cette lutte. Malheureusement aussi,
il développe un certain discours, nous entendons à gauche à droite, ah, c'est la théorie. C'est des scientifiques. Une pratique sans théorie, elle est stérile. C'est pour ça qu'on vous fait ce genre de réflexion. Tous les Congolais, à quelque niveau qu'ils se trouvent, sont concernés par le problème de la lutte, de la libération, de la lutte contre le système, de la lutte contre l'animateur du système. Le problème de changement de langage, je préfère parler plutôt de l'unité de l'opposition. Mes chers amis, je vous invite à ne pas répéter des choses comme les phonographes. Vous savez très bien que tous ceux qui se clament de l'opposition ne sont pas de l'opposition. Vous le savez très bien. Il y en a qui se disent opposants, mais qui sont des infiltrés du pouvoir au sein de l'opposition. Est-ce qu'on va continuer à commettre l'erreur de mélanger les choux et les brebis et les chèvres? Votre réflexion, est-ce que ce n'est pas un des facteurs de l'immobilisation ou la démobilisation de la population par notre inadéquation de ce qu'on propose et de ce qui devait être? Bon, c'est une réflexion. Mais qu'est-ce qu'on peut proposer aujourd'hui au peuple? Je crois que, moi je vous ai bien compris, mais notre démarche, c'est la démarche d'étape par étape. La démarche de chercher l'élément déclencheur. Au Burkina Faso, il y a eu ce qu'il y a eu parce qu'il y avait l'élément déclencheur. Docteur, vous et moi, nous étions à la conférence nationale souveraine. Vous et moi, nous avons marché le 16 février 92. Et nous avons participé à beaucoup de réunions à l'époque, quand vous étiez à l'époque au Front Patriotique avec le docteur Kabamba et Maître Kinkela. Et donc, il y avait cet élément déclencheur qui est arrivé. Donc, je crois que nous sommes totalement d'accord avec vous et il faut qu'on soit en adéquation avec le peuple. Mais nous pensons que ce peuple-là a besoin d'être informé, d'être formé et d'être sensibilisé. C'est pour cela que nous passons par ces étapes qui sont nécessaires, qui sont la fondation de l'action, la sensibilisation. Et vous voyez, nous avons dit ici, nous avons commencé dès que M. Bouchard avait écrit son livre. Nous avons fait cette campagne de signature de pétition. Non, touche pas mon 220, pas de présidence à vie. Le peuple a répondu et les gens ont régulé. Quand M. Maloumadou est venu ici, je réponds directement à notre ami qui a demandé qui a élu Maloumadou. C'est Kabila qui a élu Maloumadou. Kabila a demandé que Maloumadou soit là. Et vous avez vu, c'était la place réservée à l'église catholique. On a comploté, on a mis Maloumadou. Quand nous avons dit au peuple, à la population de signer la pétition contre Maloumadou, Maloumadou dégage, il est aujourd'hui en train de tituber. Son affaire, maintenant, personne ne parle plus de lui. Mais le peuple a compris, il a signé la pétition, il a demandé à Maloumadou. Et nous continuons à affaiblir ces gens et jusqu'à ce que le fruit puisse être totalement mûr et tombe. Mais le fruit va tomber. C'est que nous savons que Kabila va partir. Là, il n'y a rien à faire. Alors, notre ami Justin, j'ai déjà répondu à votre question, et Charles, heureusement que Maître vous a répondu, on ne donne pas l'argent ici. Si vous voulez organiser des manifestations, on donne l'argent, allez là-bas, notre ami, que je ne veux pas citer le nom, donc si nous on ne donne pas nous c'est le peuple, on ne vole pas l'argent de l'État. Moi je n'ai pas peur, moi je peux le citer, et vous dites, tous ces gens-là, on a travaillé avec eux. Si nous vous disons l'opposition congolaise d'où elle vient,
Nous avons le secrétaire général adjoint de l'UDPS, Bruno Chibara. Bruno, mets-toi debout. Bruno, nous sommes des compagnons de lutte avec certains qui sont aujourd'hui au pouvoir. Nous avons commencé à la conférence nationale, nous sommes les créateurs, nous étions dans la fondation, dans la création de l'Union sacrée de l'opposition. Les amis étaient avec nous. Mais maintenant, ils ont trouvé le moyen de partir. Nous étions ici, à Fatima, le 23 août 2011, là, pour décider que Etienne Tshisekedi, le président Tshisekedi, étaient les candidats communs. Il y a des gens qui nous ont protesté ça. Mais vous continuez à dire, heureusement que le professeur Khaled vous a donné la réponse appropriée. L'opposition, c'est le peuple. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, ce n'est pas l'individu. Est-ce que ce que les gens font, c'est par rapport aux aspirations du peuple ou pas? C'est le peuple qui va faire partir Kabila. C'est le peuple a déjà décidé que Kabila est partant. Le peuple a décidé que le gouvernement qu'on vient de mettre ici, ce n'est pas un gouvernement. C'est du pipeau, c'est du n'importe quoi. Ce sont des tricheurs. C'est des gens qui sont venus chercher l'argent. Je peux vous le dire. Moi, si vous me donnez des noms, un à un, je vais vous dire M. Tartabion, M. Kingani, je les connais depuis quand, comment il est. Et aujourd'hui, il est devenu riche. Il a volé l'argent de l'État. Ok? Ce sont des grands voleurs. Et vous pensez que quand nous, on dénonce ces gens-là, on dit qu'ils sont des voleurs, et vous dites que non, allez, vous voulez qu'on assène le coup de massue à chaque fois qu'on se met avec les gens, et après, quand la sauce, la mayonnaise est en train de prendre, paf, on vient asséner le coup de massue. Nous disons que sauvons la RDC va aller loin parce que c'est avec le peuple. Moi, j'ai des amis burkinabés. Je connais tous ces leaders, comment dire, de l'opposition burkinabé. Mais, RFI, vous suivez ici, on disait que non, ils ne s'attendent pas. Non, il n'y a pas d'unité d'opposition. Mais c'est quoi l'unité de l'opposition? L'opposition, c'est le peuple. Ce n'est pas autre chose. Vous avez posé la question qui représente l'UNC. L'UNC n'est pas avec nous ici. On n'a pas invité l'UNC. Nous avons invité l'UDPS et l'UDPS est là. C'est l'UDPS du président Etienne Tshisekedi, Bruno Chibara, membre fondateur de l'UDPS. Il a signé, il a été dans l'UDPS depuis plus de 32 ans. Membre fondateur, il est là. Alors, il n'a pas eu d'argent. Pardon? Il n'a pas eu d'argent. Et il n'a pas eu d'argent. Merci beaucoup. Merci. Donc, je termine par là. Nous devons travailler pour notre pays. Ce qui nous unit ici, c'est la RDC. Il y a des complices. La mission de l'Assemblée nationale qui est partie à Béni est revenue ici avec des informations accablantes, en disant qu'au niveau du gouvernement, au niveau des institutions de la République, il y a des complices dans ce qui se passe à Béni. Donc, que voulez-vous? Et ce même rapport dit qu'il y a un chaos total. Il n'y a pas d'État, il n'y a absolument rien. Et nous allons laisser notre pays comme ça. M. Kabila vient, il dit que moi je vais rester au pouvoir. Il veut rester au pouvoir pourquoi? Comme disait Jean-Pierre en parlant d'Ali Bongo, qu'il aille se faire voir ailleurs. Mais ici, les Congolais disent non. Pour développer nos intelligences respectives. Nous sommes venus pour dire, voilà, à chaque fois que M. Kabila et les siens font quelque chose, nous sommes là pour déceler la supercherie. Ils ont commencé par M. Bochard avec la révision constitutionnelle ou l'inaliénation de la nation. Et l'inaliénation de la nation. Et puis M. Comment il s'appelle, Mina pouvait passer dans les chaînes de télévision, dans les stations de radio. Et puis les autres. Mais nous étions là pour dire non. Quand ils ont annoncé l'idée de l'ONU, mais nous sommes venus le premier, nous avons organisé tout de suite un point de presse. Vous avez suivi? Nous avons appelé même les radios étrangères, RFI, ok, pour dire que voilà, nous tirons la sonnette d'alarme. C'est que l'ONIP, M. Kabila est en train de tout faire, mais il ne va pas arriver. Il avait commencé, quand il a vu que non, je n'arrivais plus à passer, il a demandé à Manu Malo de lui organiser les élections locales.
Mais le 20 janvier, nous avons écrit à tous les parlementaires pour leur dire voici ce que M. Kabila veut des élections locales. C'est pour s'aimer la zizanie, créer des troubles partout et décréter un état de siège. Nous avons fait des voyages partout. Nous avons eu des discussions ici avec des gens qui hier nous disaient, même ceux de la communauté internationale, que si vous ne voulez pas des élections locales, nous n'allons pas vous suivre. Donc aujourd'hui, ils nous ont suivis. Ils nous ont suivis et pour l'ONIP, c'est la même chose. Nous avons décortiqué tous les textes de loi que nous avons ici, tous les textes de loi. Et nous disons à M. Kabila et aux siens que oui, ils ont créé l'ONIP le 31 décembre 2011. C'est déjà ces stratèges. Regardez, parce que nous vous avons dit qu'ils ont une batterie de stratégies. Ils font ce que les Américains appellent scénario planning. Telle stratégie, s'ils font ceci, voilà comment nous allons faire. Telle autre stratégie, ils ont plusieurs stratégies. Mais nous les démontons une à une et ils ne passeront pas. Merci.